Nous allons maintenant écouter Cyberattaque en live, comment mieux protéger votre système industriel. C'est présenté par Mohamed Ladbi qui est hacker éthique et Alan Martinez, consultant cybersécurité industrielle pour la société SPI. C'est à vous, messieurs. Merci. Bonjour à tous. On est de la société SPI, donc on va faire une intro très rapide parce que de toute façon on vient de nous présenter. Donc on est là aujourd'hui en fait pour vous présenter un cas un peu spécifique, c'est-à-dire c'est une cyberattaque donc réelle qui a eu lieu. Tout ce qu'on a fait de notre côté, ça a été de recréer l'environnement complet, c'est-à-dire qu'on a un environnement informatique qui a été créé, IT et également la partie OT. Ce que vous voyez ici, en fait, au final, c'est juste le contexte, une présentation rapide. Donc, pour vous dire qu'au final, c'est un cas réel. Le nom de la société a été changé, évidemment. Je ne vais pas vous donner c'était quel client. Les événements ont eu lieu courant 2021. Donc, comme vous savez, on n'a même pas fini l'année, donc ça s'est passé cette année. Je tiens tout de suite à préciser, et je m'en excuse tout de suite si je risque de froisser des gens, l'objectif n'est pas du tout de dénigrer n'importe quel fournisseur de solutions de sécurité. Okay ? Je vous donne un cas concret. Donc s'il y en a qui se plaignent, ils viennent me voir après et on discutera 5 minutes. Et la chaîne de production du coup est simulée, donc les équipements industriels de contrôle et de commande sont identiques. Ça c'est pour la partie OT. Rapidement, est-ce qu'il y en a qui sont dans l'offensif ici? Il y a de l'offensif? Je regarde le monsieur avec le t-shirt là-bas, forcément. Pas d'offensif? Bon. Alors rapidement, c'est le schéma de le schéma d'architecture. Donc vous verrez qu'il est très simplifié pour que tout le monde puisse comprendre. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que le point d'entrée lors de cette attaque, ça a été Internet, d'accord? Donc comme vous pouvez le voir, forcément on a mis un monsieur avec une capuche parce que les gens comprennent le monsieur avec une capuche. Donc qui est arrivé via un firewall depuis l'extérieur et qui a d'abord compromis un site web, donc un site vitrine de la société. Pour cela, il a utilisé une vulnérabilité référencé sur ce numéro-là, 2020-24-186. Alors, est-ce qu'il y en a qui comprennent les CVE? Vous savez ce que c'est qu'une CVE? C'est juste un système de référencement des vulnérabilités. Donc maintenant, c'est un peu une norme, tout le monde utilise ça. Et donc, cette vulnérabilité, en fait, a lieu sur un plugin d'un site qui s'appelle WordPress. Vous connaissez tous WordPress, d'accord? Tout le monde utilise WordPress, c'est une très bonne technologie. Par contre, comme tout, il faut tout mettre à jour. Alors, on a créé, du coup, une société, la French Steel Company, qu'on va appeler Men of Steel. Donc là, c'était leur site internet, ok. Donc ce qui se passe avec ce site internet, donc c'est un site vitrine qui a été recréé complètement avec la vulnérabilité en question. Vous allez voir qu'en fait, il y avait un blog, donc c'était un blog qui servait de support où les gens en fait pouvaient contacter le support pour leur donner des informations et n'importe qui pouvait écrire des messages dedans. Sauf que le petit encart que vous voyez ici est vulnérable à une vulnérabilité qu'on va nommer LFI, c'est-à-dire Local File Inclusion, on va être loin. Excusez-moi. On peut faire un include file, c'est-à-dire qu'on est capable d'injecter un fichier qui n'a rien à voir avec ce que demande le site. D'accord? Donc là, l'objectif, c'est que vous voyez, je vous injecte un fichier PHP en disant tiens, prends le PHP. Il le refuse, c'est normal. Mais moi, ce que je fais ensuite, c'est que je modifie ma charge, donc ma backdoor, en mettant en première ligne de ce fichier des magic bytes de le fichier GIF, c'est-à-dire qu'en fait, j'écris juste en première ligne GIF 89A. Tous les fichiers GIF commencent par ça. Donc je ne sais pas si vous voyez, c'est tout en haut. Mais la particularité, c'est qu'en faisant ça, le plugin en question va partir du principe que c'est une image, il ne va même pas contrôler l'extension, pas contrôler le type MIME, enfin tout ça. Et du coup, on va pouvoir lui donner à manger du PHP alors que ce n'est pas du tout ce qu'il veut. Là, comme vous voyez à gauche, je prépare un socket pour attendre un retour de connexion. Et là, je lui envoie le petit PHP pour lui dire que c'est une image. Et qu'est-ce qui se passe? Comme vous pouvez le voir à droite, j'ai la main sur le serveur, maintenant j'ai un shell, c'est-à-dire que j'ai la main sur le serveur. Donc avec un compte qu'on appelle data, qui est le compte du service web. Mais du coup, grâce à ça, on a déjà corrompu la première partie du site, c'est-à-dire que le hacker est déjà arrivé au serveur web. Donc techniquement, il est déjà chez vous. Il est sur la partie de la DMZ. Après une DMZ, s'il n'y a pas de filtrage correct, il n'y a pas de filtrage correct. Donc clairement, de ce serveur web ici, il était capable d'aller n'importe où en interne. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a profité d'une seconde vulnérabilité pour maintenir son accès. Il a utilisé une autre CVE que je vous donne ici. Alors, si ça intéresse quelqu'un, la présentation n'est pas du tout protégée et je vous la refile avec plaisir. Voilà. Donc cette CVE-là en question,
va permettre justement à l'attaquant d'exécuter un autre exploit, mais d'une façon encore plus simple. C'est-à-dire qu'il va utiliser un outil qui s'appelle Metasploit, qui est très connu, qui est un framework de gestion d'exploitation. Et grâce à ça, en fait, hop, excusez-moi, hop, on revient. La vidéo se lance pas. Attends. Bon, non, c'est pas grave. Je vais l'expliquer, ça va être encore plus simple. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on va se retrouver sur une vulnérabilité qu'on va appeler une vulnérabilité de remote code execution, c'est-à-dire qu'on a la faculté d'envoyer un exploit au serveur et il va se passer exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il va ingérer notre exploitation, il va exécuter du code à notre place. Et la particularité de ce serveur web qui est ici, c'est que ce serveur web, il avait en fait été exécuté avec le compte root de la machine. C'est-à-dire que du moment qu'on avait corrompu ce serveur, on était root de la machine. Ils ont profité de cet exploit-là pour s'assurer un maintien de l'accès. C'est maintenant que je risque de froisser des gens. Je m'en excuse, hein, vraiment. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez utiliser n'importe quel système, n'importe quel site web, n'importe quel OS, sans être sécurisé. Si vous ne mettez pas à jour ces outils, quand on vous dit qu'il y a un patch de sécurité, vous allez face à de graves problèmes. Ce qui se passe, c'est que dans ce site en question, ils ont mis un deuxième firewall ici qui sert uniquement à refuser l'accès au réseau OT, donc au réseau industriel. Ce qui avait été fait pour sécuriser l'accès au réseau industriel, pour les personnes qui font de la R&D et donc du coup qui développent les programmes pour les automates et les machines, c'est qu'en fait, il les forçait à monter ici un tunnel VPN, d'accord? Donc, il devait monter un tunnel VPN SSL qui permettait d'avoir une connexion sécurisée et chiffrée. Sauf que, il y a une CVE, la 2018-13379, qui concerne en fait l'OS Fortinet sur certains firewalls. Alors, si je vous en parle, c'est parce que la fin de l'année dernière, on a eu 6 clients sur la même semaine qui ont été impactés par ça, malgré les alertes du CERT répétitives. D'accord ? Et donc, ce qui se passe avec cette fameuse vulnérabilité, c'est qu'il est possible de récupérer, en clair, les coordonnées de la personne qui s'est connectée en VPN. Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. En espérant qu'elle se lance. Attendez, on va vous la montrer quand même. On vous passe l'autre PC. Hop. Comme ça, vous la verrez quand même. Sinon, ce sera un peu nul. Vas-y. Vas-y, on voit. Super. Ça, c'est l'effet Bonaldi. Attendez, vous inquiétez pas. Hop. Ça tombe bien, je l'ai ici. On y va. Voilà. Je vous la duplique. Voilà. Donc du coup, connexion à la mire d'authentification pour ceux qui ont des firewalls Fortinet, ils savent très bien ce que c'est. Donc là, évidemment, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on va exécuter un exploit, donc une exploitation, qui va en fait tout simplement nous permettre de récupérer en clair le compte de l'utilisateur et le mot de passe d'accès à cet équipement. Alors il faut savoir que c'était ce qu'on appelle une local file inclusion, c'est-à-dire qu'on était capable de charger dans le système même, de notre Fortinet, d'accéder à des fichiers auxquels on n'aurait jamais dû accéder. Évidemment, ça a été patché, donc annoncé en 2018, patché dans la foulée par Fortinet, qui a fait une grosse com. Alerte certes, 2019, exploit public, 2020, vente des comptes et mots de passe qui ont été volés pendant quelques années sur le dark web, et du coup, toutes les exploitations qui ont eu lieu derrière. Du coup là, on se retrouve en fait avec... On se retrouve du coup sur le système
Voilà. Donc évidemment, corruption du firewall, porte d'entrée sur le Forti. Monsieur, c'est à toi. Bonjour, donc moi je suis Alan Martinez, on s'était déjà un peu présenté au début, mais je suis spécialiste en cybersécurité industrielle. Donc là on a vu que Mohamed en fait a traversé les deux barrières, les deux firewalls. On est arrivé du coup sur le réseau industriel, et on est physiquement sur le réseau industriel, c'est-à-dire que notre console est branchée directement via le rebond que Mohamed nous a mis en place. C'était royal. Donc moi ce que je vais faire, c'est que ma première approche, c'est je connais pas le site, je sais pas comment ça va se passer. Donc je vais, si la vidéo veut bien marcher. Ah, je l'ai pas en fait. Attends. Faut que je la retrouve. On va essayer sur l'autre PC, je suis désolé. Ouais, c'est du PowerPoint, donc forcément, à un moment donné. Ouais, ça fonctionne. C'est que ça marche pas. Ah, c'est un truc de fou. Ça a fonctionné? Ah oui. Oui, bah. Ouais, ça n'avait pas marché non plus. Attends, vas-y. Ouais, ça arrête aussi. Non. Donc je vais faire l'explication. En fait, ce que je vais faire, c'est que moi je vais m'intéresser. Donc en fait, on a représenté en fait l'architecture du site, de l'ensemble du site, sur la gauche. Mais en fait, je ne connais pas en fait. Je connais pas. Moi, je vais m'intéresser justement à chercher ce qu'on va y retrouver. Et la démarche, ça va être ça. Et c'est tout le temps ça en fait. Parce qu'il va y avoir une prise d'information, et c'est à partir de cette prise d'information que les choses vont pouvoir se dérouler. Alors j'aimerais bien vous passer la vidéo quand même, on va retenter. Parce que à partir de la diapositive actuelle. Voilà. Donc on va chercher ce qui se passe là-dedans. Là j'ai zoomé. Donc si je passe ici. Hein? Ouais. Voilà, c'est pareil, les vidéos, ça fonctionne pas. Ouais. Donc évidemment, ça a été testé, hein, évidemment, parce qu'on a envoyé nos fichiers en avance, mais on peut bien voir que là, du coup, voilà. C'est-à-dire que ça marche quand je me débranche, et ça ne marche pas quand je me branche. Ouais, c'est ce que je fais. En deuxième écran, ouais. Juste en deuxième écran. Ah, uniquement? Ouais. C'est peut-être ça qui fait bugger PowerPoint. Bon, à la base, on recherche des bugs. Là, on les subit. Ouais. Ah, mais à l'intérieur, ça... Ça marche pas. En fait, attends. Relance PowerPoint. Relance PowerPoint. Alors vas-y, c'est pas grave. Au pire, on a Ouais, mais c'est en vidéo, c'est pas grave. Tu parles, vas-y. Je sais ce qui s'est passé. Ouais. Attaque ici. Ouais, là, tu diffuses pas. Oui, je vais diffuser. Attaque ici. Ok. Ça marche. On attaque ici, on fait une vidéo, on explique. De toute façon, on peut la montrer sur le site. Vas-y. Le marrant, c'est qu'il n'y a qu'une vidéo complète qui marche un peu. C'est fou, ça. Ouais, c'est pas grave. Prends connaissance. Voilà. Vas-y. Donc là, en fait, les commandes qui passent, en fait, je voulais dire, en fait, c'est un net discover. Donc ça va me lister toutes les adresses IP du réseau industriel. Je ne connais pas ce qui est. Donc le net discover, il va me remonter aussi au niveau des adresses MAC quel est le constructeur. Bon, ben, moi, je suis un hacker, je ne suis pas spécialiste en cybersécurité industrielle, et je vais aller chercher à partir de la marque Télémécanique quelle est en fait cette marque et à quoi référence cette marque par rapport à la boîte. Donc sur Google, quand on va chercher Télémécanique, ce qui va se passer, c'est que
Déjà d'une, on va s'apercevoir que c'est Schneider. Et donc du coup, on va localiser la machine. Et cette machine, en l'occurrence, c'est un automate industriel qui, lui, sa fonction, c'est de piloter directement les organes de process ou même de sécurité du site. Une fois que j'avais fait ça, j'ai lancé une commande Nmap pour découvrir l'ensemble des services. C'est-à-dire, je fais un scan de port sur la machine et je m'aperçois que le port 80 est ouvert. Le port 80 est ouvert, je lance directement mon explorateur là-dessus et puis je tombe sur cette page. C'est une page qui sert à la maintenance. Et cette maintenance, ça permet quoi? De savoir si l'automate il est en renne, s'il n'a pas de défaut. Mais elle permet beaucoup de choses. C'est que là, elle me sort directement la version d'exécution du firmware. Et ça, c'est capital. Parce qu'on a la marque, on a le modèle, on a la version d'exécution. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en ordre de marche pour aller identifier du coup des CVE. J'en trouve 2. Et c'est pas que, mais je vais exploiter les 2. Pour être sûr de faire défailler mon système, je vais faire un code malveillant. Et ce code malveillant va embarquer l'exploit qui est lié aux 2 CVE. Donc l'exploit, c'est quoi? On appelle ça exploit dans le domaine de la cyber. C'est l'exploitation, un moyen d'exploitation. Ça peut être un code source, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, voilà. Ça reste ok, donc là je montrais. Après, tout est basé sur les vidéos, donc à un moment donné. Ouais. Et donc là, ce qu'on a voulu faire en fait, c'est qu'on a reproduit exactement comme disait Mohamed au début, le contrôle commande et tout le système de pilotage. C'est-à-dire c'est des vrais automates derrière. Sauf que la partie, on va dire, purement industrielle usine, ben on l'a transformé en une sorte de Lego. Donc ici, vous voyez un petit système que vous pourrez voir au stand F22, qui est en fait exactement la réplique d'une industrie. Et en fait, c'est derrière, vous avez un automate qui lui pilote réellement les choses, quoi, et établit toutes les séquences. Et ce qu'on veut montrer en fait, c'est les répercussions de l'attaque par rapport à ces systèmes-là. Parce que là, ici, on ne fait pas beaucoup de dégâts. Là, on va perdre une pièce en plastique, elle va tomber par terre. Voilà. Sauf que chez un industriel, en réel, bah, les conséquences sont parfois beaucoup plus graves. Et surtout si on attaque un automate de sécurité. Parce que ces automates de sécurité, il faut savoir qu'à côté des automates process, qui vont contrôler le process, eux, ils veillent à la sécurité du site. Ce sont des automates qui vont piloter une torche, typiquement une torchère. Donc, quand vous passez à côté des sites pétrochimiques, vous voyez des flammes. En général, ces flammes, ce n'est pas forcément un fonctionnement normal. C'est que déjà, l'usine est en dégradé. Donc on imagine bien que si ces systèmes-là tombent, derrière, c'est des conséquences industrielles assez fortes et très très fortes. C'est-à-dire que la torche, elle est faite pour déjà couvrir un risque industriel. Si on élimine la torche, il y a certainement une montée en pression quelque part sur notre process, et c'est l'explosion. Vous voyez ? Donc, ce qu'on va montrer à travers cette présentation, où les vidéos n'ont pas marché, mais c'est pas grave, à la limite, on va prendre le temps pour bien mystifier. Ce qu'on veut vraiment montrer ici, c'est que le niveau d'attaquant peut être soit expert comme Mohamed, ou si moi je me tourne en script Kediz, je peux, avec les informations d'aujourd'hui, faire cette recherche, œuvrer de la même façon, sans forcément connaître ce que c'est qu'un réseau industriel. Et c'est là la portée de l'attaque. La portée de l'attaque, elle est très forte, parce qu'aujourd'hui, on retrouve pas mal de tutos sur Internet, ce qu'on n'avait pas il y a 15 ans. Hein. Donc, il y a 15 ans, c'est un système beaucoup plus fermé qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on commence à parler de l'industrie, beaucoup plus dans la cybersécurité. C'est un rayon d'action qui commence à prendre l'ampleur. Donc, on peut parler aussi de réseau Modbus, on peut parler de réseau Profinet. Ça, ce sont des choses qui, il y a 10-15 ans, n'étaient pas trouvables sur Internet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de documentation, il y a de décortication des protocoles, des choses comme ça. En fait, on augmente au fur et à mesure des années. On est en 2021, la surface d'attaque. Et avec un simple matériel informatique, on peut aller très très loin. Dans une entreprise qui, par défaut, semble être sécurisée, au sens 62.443 de la norme IEC, en segmentation, c'est-à-dire double barrière firewall ou troisième barrière, si le système n'est pas à jour, s'il n'y a pas une politique de sécurisation derrière, le risque il est fort. Voilà. Alors, du coup, ça a été quoi les conséquences pour cet industriel? Alors, avant de passer à l'OT, on va parler de l'IT. Donc, on est bien d'accord que si quelqu'un s'amuse à être root d'un serveur chez vous, il ne va pas s'arrêter là. Donc, finalement, propagation d'un ransomware, pour ne pas le citer, je ne vais pas en citer parce que je n'ai pas envie de leur faire de la pub. Donc, vol de données,
extraction de données, vol de couples d'identifiants. Si d'ailleurs il les a pas trouvés avant sur Internet. Au niveau de l'outil, ben, évidemment arrêt de production. Il faut savoir que bon, c'est pas dans ce cas-là, mais la dernière fois que je suis intervenu sur un industriel pour ce genre de cas, il y a eu 3 mois d'arrêt de prod. Donc tout de suite, ben, ça fait moins rigoler. Heureusement qu'ils avaient un bon plan de continuité d'activité et ils ont pu externaliser une partie de leur prod ailleurs, mais ça leur a fait perdre beaucoup d'argent. Mais du coup, alors là, comment on peut éviter ces attaques? Je vous assure, il n'y a pas de fausse réponse. On a donné des indices. Oui. Il n'est pas assez long. Vas-y, attends. Évidemment, mettre à jour tous les produits. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, on entende encore, même si je sais que c'est pas simple, même je m'excuse s'il y a des RSSI, je m'excuse s'il y a des administrateurs système, mais il n'est pas normal que quand, par exemple, Microsoft vous dit « Oh, sans déconner, là, il y a un vrai problème, mettez à jour », en mars 2017, attention, c'est pas bon, et qu'en mai, le monde entier tombe sur WannaCry, alors qu'on vous l'a dit il y a 2 mois, et on vous a vraiment dit « c'est pas bon ». Donc je sais que la veille en vulnérabilité, c'est très difficile à faire, mais il faut le faire, il y a des solutions qui existent, et ça, clairement, mettre à jour, ça aurait été quelque chose qui aurait pu l'éviter. Quoi d'autre? Et si on parle de la mise à jour au niveau de l'industriel, est-ce que certains d'entre vous savent quelles sont la problématique de mise à jour? Alors je vais vous le dire. Vous avez des automates industriels qui, eux, tournent depuis 10 ans, 15 ans. Ils n'ont jamais été mis à jour. Pour une bonne et simple raison, c'est que l'industriel, lui, cherche la disponibilité de son installation. En fait, il cherche à ce que son process tourne, qu'il produise, quel que soit ce qu'il fait, transport du gaz, acheminement d'électricité, alimente, en fait, fabrique des petits pots de yaourt, par exemple. Donc lui, il vise sa disponibilité. Pour viser la disponibilité, il faut être sûr que ça marche. Vous voyez, donc ça passe par des tests. Là, effectivement, avec un double écran, notre vidéo n'a pas testé, donc on aurait dû la tester. Et ces tests sont très coûteux. La montée de version a été très coûteuse. Pourquoi? Parce qu'il faut s'assurer de la disponibilité du système, c'est-à-dire retracer tous les cas que peut faire l'automate si jamais on décide de le changer. Donc, la problématique de mise à jour était une vraie problématique dans le milieu industriel. Et effectivement, vu que l'attaque passe par le milieu IT, ben, on a pu faciliter à faire ces mises à jour parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes, on n'est pas sur les mêmes choses, et on va protéger un peu différemment la partie industrielle que la partie IT. J'ai une question. Je voudrais savoir s'il y a des gens ici qui s'occupent des parties industrielles au niveau de la cybersécurité. Est-ce que vous pouvez juste lever la main sans indiscrétion? Voilà. Ça fait pas beaucoup. Le risque est très fort et voilà, c'est exactement. Alors justement, il n'y a pas que ça, évidemment, il n'y a pas que les mises à jour, il y a pas mal de choses. On parle beaucoup de segmentation, donc vous pouvez le voir, c'est qu'ils ont quand même fait l'effort de segmenter, hein, on est d'accord, ils ont essayé de segmenter avec un firewall. Après, est-ce que c'était une bonne solution? On pourra en discuter pendant un certain temps, parce qu'au final, si l'IT avait mis à jour, ils n'auraient peut-être pas eu de problème. Mais le problème, c'est que là, alors, je vous ai montré vraiment les exploitations faites. La personne qui a fait ça était un amateur, je vais vous dire très clairement, parce que déjà, l'attaque web, s'il avait fouillé un peu sur le serveur, il aurait trouvé un compte dont le mot de passe était utilisé sur l'ensemble de l'infrastructure. C'est-à-dire que c'était un mot de passe admin qui était admin des postes, des serveurs, tout ça. Il n'a pas fait ça en fait, du moment qu'il est rentré et s'est promené. Alors que s'il aurait juste un tout petit peu faire un peu de reconnaissance sur le serveur, le premier qu'il a pris, eh ben, tout était à lui. Donc forcément, il est un peu... C'est un peu de l'amateurisme, mais vous vous dites, mais comment on apprend ça? Je vais être très clair avec vous. Vous tapez sur Google tous les exploits que je vous ai montrés. Et donc, je vous ai parlé, les codes d'exploitation sont publics. Il suffit de demander à Google, il va vous les donner. Il y a des sites qui les référencent. Moyennant finance, vous pouvez en acheter. Je peux vous en vendre, si vous voulez. Mais c'est pas donné. Mais voilà, pour vous dire qu'au final, c'est quand même tout un ensemble. Et évidemment, il y aura tellement de choses pour essayer de vous protéger de ces attaques. Donc on a parlé de la segmentation, on a parlé des mises à jour, on peut parler également de la gouvernance de la cybersécurité, parce que si vous avez un admin système qui doit tout faire, dont la gouvernance de la cybersécurité, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il n'a pas le temps de s'occuper de l'administration de son système et en même temps de faire des processus sécurité. Ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Quand on va dans les sociétés qui sont attaquées, parce que du coup on fait beaucoup de réponses à incidents, avec un jeune homme qui est devant là, qui s'appelle Clément, qui ressemble à un acteur. Alors ce jeune homme-là fait beaucoup de réponses à incidents. Et en fait, on est souvent emmené, comme il est plutôt spécialiste en défense, et moi je fais plutôt de l'attaque, on est souvent emmené à y aller tous les deux pour essayer de comprendre, moi, comment
il est rentré et lui, de trouver toutes les traces un peu de partout, parce que c'est vraiment son travail, et bon, on se retrouve dans des cas atypiques. On a des trucs assez incroyables et à chaque fois, on a une personne, on demande qui est le RSSI et on se rend compte que il y en a des fois, il n'y en a pas. Donc ça arrive, hein, forcément, c'est une société par RSSI. Mais le RSSI n'est pas un poste, c'est souvent une mission qui est affectée à quelqu'un d'autre. Et donc une fois, j'ai eu le cas d'un directeur DSI qui était RSSI, sauf que pour lui, RSSI, il n'avait pas le temps. Donc en fait, même s'il était RSSI officiellement, il avait un chargé de mission RSSI qui était RSSI à sa place, et lui, il déléguait tous les process à des stagiaires. Et donc quand on a juste demandé c'est quoi la politique de mot de passe, on a dû aller la chercher nous-mêmes en fait, parce que du coup, personne ne savait rien. Donc les process, la gouvernance de la sécurité, c'est super important. Évidemment, les mises à jour. On a parlé de la segmentation. Est-ce que vous avez d'autres points? N'ayez pas peur. Hein. N'hésite pas à crier. Oui, si vous pouvez vous lever parce qu'on va entendre pour tout le monde. Bonjour, les firewalls sont de la même marque? Ah, bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Est-ce que les firewalls sont de la même marque? Merci. Parce qu'en fait, dans l'état de l'art, de l'architecture, je vais vous montrer ça du coup. On va remonter le schéma, on va montrer celui-là. Voilà. Ok. Voilà. Dans l'état de l'art, en fait, généralement, alors quand vous voyez un firewall, techniquement, c'est des clusters. On est d'accord, il y en a toujours 2 par 2, parce que s'il y en a un qui tombe en panne, il faut que l'autre prenne le relais. Si les firewalls étaient de la même marque, avec le même système d'exploitation, qu'est-ce qui se serait passé? Ce qu'ils ont fait ici, en fait, ils l'auraient fait là. Donc ils n'auraient même pas cherché bien longtemps, en fait. Du coup. Donc c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Et évidemment, en plus de la redondance, on essaye quand on peut de mettre des firewalls de marques différentes. Mais je vous préviens tout de suite, ça a un coût. Parce qu'il faut former les gens à maintenir ces firewalls. Il faut former les gens à les utiliser. Vous payez double licence en permanence. Et c'est pas forcément simple des fois les intercos, mais bon, ça fonctionne bien. Mais dans le meilleur des cas, évidemment, il faut 2 barrières de firewall. Donc ils en avaient, mais on peut parler de l'archi parce que là, elle est très mauvaise cette architecture parce que ça sert juste à séparer l'outil. Alors techniquement, il aurait peut-être fallu avoir déjà 2 étages au premier niveau là, séparer les DMZ et avoir un filtrage en cœur de réseau pour séparer justement les serveurs, les postes de travail et tout ça. Donc ça, c'est complètement inexistant dans cette architecture. Tout à fait. On ne fera que freiner les cyberattaques, on ne les arrêtera jamais. Donc au plus de barrières on met, au mieux c'est, en se casant sur la IEC 62443 qui définit bien tout ça. Je voudrais savoir si vous avez des questions. Comment on sécuriserait la partie industrielle? Le réseau industriel qui est vraiment atypique quand même, qui est un réseau déterministe, souvent un réseau privé, avec des flux qui sont souvent constants. Est-ce que vous avez un indice? Avec des protocoles en clair, hein, j'en rajoute un peu. Voilà. Alors, Je vais apporter le micro. il y a un monsieur qui est... Je vais lui apporter le micro. Ah, super, on a un sans fil, on le découvre que maintenant. Merci. Faudrait tout cloisonner dans l'idéal? Oui, tout à fait. Exactement, absolument tout. Absolument tout. Le réseau, mais également tout ce qui est compte d'accès, séparation des accès, faire en mode silo en fait, de partout. Ouais. Exactement. Et je vais même aller plus loin, puisqu'on peut cloisonner, et qu'on sait que ces réseaux sont déterministes. En fait, l'évolution des flux va évoluer en fonction d'amener des nouvelles machines ou des évolutions qu'on va faire. Donc en fait, on est sur un réseau qui est fixe quand même, avec des flux qui sont temps réel, et vous avez toujours des flux qui sont dictés par une horloge. C'est-à-dire que, en fait, on n'est pas comme sur le domaine de l'IT, où le domaine de l'IT, c'est très mouvant. On a des réseaux qui sont très fixes. Donc pour ça, il y a des outils qu'on peut utiliser. Et déjà, faire une cartographie de l'ensemble de nos flux est déjà une première solution. Mais ça ne répond pas à tout, parce que c'est une démarche. Et pour vérifier que nos flux de réseau sont identiques à ce qu'on avait prévu, on utilise souvent ce qu'on appelle des sondes protocolaires, typiquement dans le réseau industriel, pour déjà commencer à faire une première photo. Et là, on parle de démarche. Donc, je vais laisser la main à Mohamed, qui voulait dire quelque chose sur le... Non? Ok, alors je vais dire quelque chose. Non, mais si non, t'as rien à dire, je dis toujours des trucs, moi, je parle tout le temps. Oui. De toute façon, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Juste pour vous dire qu'au final, tout ce que vous avez là maintenant, tout ce que vous avez vu, on peut vous le montrer. Donc là, finalement, il y a un petit problème technique. Mais en fait, on a avec nous l'environnement complet, c'est-à-dire qu'on a l'environnement IT, on a même là-bas une maquette avec l'environnement industriel qu'on peut attaquer devant vous pour évidemment vous montrer comment le process s'est arrêté. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir. On n'est pas très loin d'ici. Je vous mets juste la dernière diapo. Voilà, si j'y arrive. Voilà. On est juste au stand F22. Donc c'est juste à côté, on est juste derrière. N'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on discute de tout ça.
En tout cas, merci à tous pour votre écoute. Il faut savoir qu'il y a encore plein de choses dont on peut parler pour protéger vos systèmes industriels et pas que, vos systèmes aussi IT. Mais malheureusement, on est pris par le temps, on n'a que 30 minutes. Donc on va devoir s'arrêter là. Et en tout cas, merci à tous pour votre écoute. Et on se rejoint tout de suite pour vous montrer des trucs un peu plus intéressants. Merci.